Alexis, il faut qu'on passe à la section suivante pour Allez, le positionnement. Donc, c'est la section 2 de son livre, la première étant le processus créatif. Sur le positionnement, le premier truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le risque pour tout créateur, c'est de surindexer ce qui est en face de lui. Le musicien a tendance à surévaluer ce qui est à la radio et essayer d'imiter déjà ce qui fonctionne. Et tu as cette tendance d'imiter les choses. Donc, il parle de Rick Rubin, qui est un espèce de producteur américain absolument légendaire, qui dit à ses artistes de ne pas écouter ce qu'il y a à la radio en ce moment, et il leur dit à la place, si tu veux écouter la meilleure musique qui a jamais été créée, ça serait bien mieux. Et c'est comme ça que tu vas trouver ta propre voix, euh, peu importe ce qui est à la radio aujourd'hui, et tu dois trouver ce qui est voilà, le mieux et essayer de faire le mieux que tu peux en regardant quelque chose de plus large que ce qui se fait en ce moment. Puisqu'évidemment, si tu veux faire quelque chose qui dure et que ta seule base, c'est ce qui se fait en ce moment et ce qui marche en ce moment et c'est la trend, ça va pas fonctionner. Donc ça, je trouve ça intéressant notamment. C'est très applicable sur un domaine comme YouTube, par exemple, qui a eu beaucoup de trends qui vont et qui viennent. Et dans l'autre part, il y a des chaînes qui vont avoir un truc qui est totalement pérenne et qui sont totalement immunisées sur ces tendances et qui survivent sur le long terme. Et là, je pense autant aux gens qui font YouTube pour promouvoir des produits, comme c'est mon cas, qu'à des YouTubeurs mainstream. Pour moi, le maître dans ce domaine, ça reste PewDiePie, qui est un gars qui a su se réinventer entre du gaming, de l'humour, de la réaction. Et en fait, il est immunisé sur la tendance parce que souvent, la tendance, c'est lui qui l'a créé, en fait. C'est lui qui l'a créé, il se met sur un truc et ensuite, beaucoup de gens vont le copier et donc le truc va un petit peu se périmer. Mais lui, il a cette impulsion fondamentale de comprendre qu'est-ce qui est un bon contenu plutôt qu'imiter ce qui se fait par ailleurs. Donc, l'analogie ici qui m'intéressait, c'était vraiment le côté musical. C'est vrai que voilà, tu veux créer de la musique, si tu imites ce qui se fait déjà, tu as peu de chances de te différencier. Si tu vas écouter la meilleure musique de tous les temps et tu te fais un peu une playlist qui va de, je sais pas, de Mozart aux Beatles à tout ce que tu veux, euh, tu es BD dans la qualité. Et probablement, ce que tu vas ressortir n'est pas typique de ton époque, et donc potentiellement, ça a des chances d'être différent. Donc, c'est la même raison que si tu es YouTuber, euh, c'est bien de regarder des vidéos YouTube et de comprendre les formats, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres sources d'inspiration. Si tu es YouTuber et que tu aimes bien lire des livres sur le marketing qui sont écrits en 1980, comme c'est mon cas, tu vas peut-être avoir des idées qui sont différentes et apporter un point de vue qui est différent de tout le monde qui répète les mêmes idées qui ont été proposées par d'autres YouTubers. Pareil, si tu écris un livre, si tu as juste lu des livres qui sont écrits il y a 10 ans, ou si tu as lu des livres qui ont une grande période de temps, il y a des chances que tu trouves des idées qui sont différentes et que tu les remixes d'une manière qui est nouvelle. et je pense que la question à se poser, et ça rejoint très bien le deuxième point sur la différenciation, c'est comment est-ce que aujourd'hui, quel que soit le business que tu es en train de faire, comment est-ce que tu t'insères de manière intelligente dans l'environnement qui existe? Et l'idée, c'est que, et je pense que tu le vois encore plus que moi, c'est que en fait, le plus gros raccourci, c'est de te dire, je vais regarder ce qui marche le mieux. Et je vais reprendre plus ou moins, les mêmes éléments de langage, plus ou moins la même technique, market, faire plus ou moins les mêmes contenus, mais sans vraiment être différent, sans vraiment avoir creusé le sujet, de te dire: «OK, toi, par rapport à ce que tu connais, à ce que tu es capable de produire, à ton expérience et à ta curiosité et à tes ressources, tes sources, de lecture et autres, comment est-ce que je fais pour être vraiment différent et pas juste faire un copycat?» Parce que comme tu le dis, bah, l'exemple de la musique est très bien et peut s'appliquer à n'importe quel, business, à n'importe quel freelance ou autre, quoi. Donc, sur la différenciation, il y a une anecdote en particulier que j'adore. Ouais. C'est une organisation caritative qui s'appelle Charity Water. Et en fait, ils se sont séparés en deux organisations différentes. Une qui va construire des puits dans les pays en développement et une autre administration qui, en fait, c'est les coûts administratifs de l'association. Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lever de l'argent auprès de certains donateurs pour financer leurs coûts. Et ensuite, ils vont avoir une deuxième levée de fonds auprès du public pour dire donnez-vous de l'argent et 100% de vos donations, ça va directement sur un puits, je sais pas, dans tel ou tel pays, au Mali, on va dire. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent dire 100%? Parce qu'en fait, ils ont séparé le truc en deux. En fait, ils ont deux comptes en banque, un compte pour payer les trucs. Donc, ton argent, tu es sûr qu'il va là. Et c'est vraiment une différenciation géniale parce que fondamentalement, ça revient au même. C'est-à-dire qu'ils ont levé un pool d'argent et il y a une partie qui est nécessaire pour administrer parce qu'il faut bien administrer. Je veux dire, l'argent, il est levé par des gens qui sont salariés de toute manière de l'organisation. Mais en fait, en séparant les deux, ils te disent, toi, ton argent à toi, je te garantis qu'il va là. Et en fait, j'ai levé l'argent de quelqu'un d'autre. Et pour le coup, l'argent des donataires, il va probablement à 100%
aux frais administratifs. Donc, au final, sur la moyenne, ça revient même, mais c'est une manière de se séparer sur un critère en fait qui est important pour les gens. C'est-à-dire combien de mon argent va vraiment aller in fine à une personne qui en a besoin et combien de mon argent va servir à l'administration de l'association caritative. Et donc ça, c'est vraiment en termes de marketing, en termes de positionnement, en termes Ouais, de c'est fort, hein. comprendre fondamentalement ce qui est important pour ton client, en l'occurrence la personne qui te donne de l'argent, même si toi tu comprends qu'au final ça revient même. Je veux dire, l'argent moyen que tu as récupéré, combien de pourcentage va, etc. Je trouve ça vraiment brillant et intéressant en termes d'exemples et en termes d'études de cas. Il y a il y a un troisième point sur c'est une des méthodes de positionnement d'Amazon qui était en fait de se dire, et je pense que c'est toujours le cas, mais dès qu'en interne, ils ont une nouvelle idée, ils ont une nouvelle ligne de produits ou qu'ils veulent tester d'autres manières de communiquer, ce qu'ils demandent à chaque employé, c'est de créer un communiqué de presse avant même de te mettre en mouvement sur ton idée, de commencer à bosser dessus, d'y passer du temps. Et en fait, je trouve que derrière, le concept est intéressant parce que le communiqué de presse est généralement un un contenu qui est assez court et qui, du coup, doit être très, très vite impactant et surtout différenciant. Pourquoi? Parce que ce communiqué de presse doit intéresser in fine des médias, hem, et donc doit être différenciant par rapport à ce qui existe, ailleurs. Et je trouve que c'est une bonne manière de revenir sur les idées qu'on avait précédemment, qui est de se dire: «Bah, ne nous précipitons pas forcément, à bosser directement sur l'idée, mais essayons de voir un peu la la vision un peu plus large, et tenter d'avoir une direction un peu plus claire sur là où on veut aller. Cette direction, elle va pouvoir changer, mais fixons-nous un cap, avant de se précipiter sur l'idée. Et par exemple, si on prend nos 2 exemples sur le livre, hem, bah, on a chacun créé une sorte de document, un peu de synthèse qui, donnait l'angle du livre, de pourquoi est-ce qu'on faisait ce livre-là, comment est-ce que, il s'insère de manière différente par rapport à ce qui existe, et cetera. Et je trouve que c'est un bon exercice parce que si en fait, ton communiqué de presse, enfin en tout cas ce petit document-là, ne réussit pas à convaincre dans le cas d'Amazon en interne, c'est que l'idée elle est pas encore assez mûre, pas encore assez mature et pas encore assez différenciante par rapport à ce qui peut exister ou ce qu'ils ont déjà fait par ailleurs. Mm. La phrase qu'eux, ils ont, c'est que c'est plus facile de revenir et de réparer ton communiqué de presse plutôt que de revenir et de redévelopper le Ouais, produit que tu as passé 6 mois à développer. Et dans l'édition, du coup, cette idée de communiqué de presse, ça se retrouve dans la proposition de livre en fait, que tu vas faire à ton éditeur, où tu essaies de vendre ton livre à l'éditeur en expliquant d'un point de vue externe, d'un point de vue du lecteur, pourquoi est-ce qu'un lecteur va lire ce livre. Et c'est intéressant parce que pour le coup, c'est une pression là qui est organisationnelle, c'est-à-dire que l'éditeur te demande ce document et c'est une communication interne, mais en fait, c'est quelque chose que tu vas appliquer dans tes propres projets. Donc, même si tu faisais un livre auto-publié, ça aurait de la valeur de réfléchir fondamentalement à ça. Donc, nous, en interne, on appelle ça le document de positionnement. Avant de créer une formation, on va avoir un document qui résume ça, à qui ça s'adresse, pourquoi, ça va reprendre des éléments du sondage, ça va reprendre les éléments de qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé pour résoudre leurs problèmes, comment est-ce qu'on va se différencier, comment est-ce qu'on va répondre à la question de ben, j'ai déjà essayé ça, en quoi est-ce que vous êtes différente. Donc, on a un document qui rassemble ça, pareil, qui va être la base du copywriting. Et sinon, un truc que j'aime bien, c'est d'écrire une page de vente pour un produit avant de l'avoir créé. Alors ça, c'est un truc vraiment il n'y a qu'une personne qui a grandi et qui a baigné dans le copywriting qui pourrait te dire ça. Mais pour moi, ça a beaucoup de sens. En fait, en créant cette page de vente, tu vas vraiment réfléchir à qu'est-ce que la personne veut vraiment derrière. Qu'est-ce que mon client veut vraiment. Et je vais lui écrire le sommaire de la formation qui va vraiment lui vendre du rêve. Et ce n'est pas une mauvaise manière de créer ton sommaire parce que c'est essayer de te dire bah, qu'est-ce que la personne veut et faire la liste de l'ensemble de ce qu'il veut et de l'ensemble de ce qu'il désire. Et ensuite, bah, c'est à toi de créer le produit qui correspond à ce que tu as écrit. Mais le fait d'avoir commencé ton processus créatif vraiment en te forçant à te mettre dans les chaussures du client final, soit en faisant un communiqué de presse, soit en faisant une page de vente, soit en faisant un document de positionnement et une proposition commerciale pour un éditeur, tu vas euh, comprendre en quoi est-ce que tu es unique, en quoi est-ce que tu vas attirer l'attention des gens, en quoi est-ce que tu vas te différencier, comment est-ce que tu vas répondre à ces objections de oui, mais moi, ça n'a pas marché pour moi. Et de préférence, faire ça sur un document assez court que tu peux avoir. Donc, moi, mon document de positionnement, je vais l'avoir ouvert tout le temps quand je suis en train de travailler sur un tunnel de vente pour un produit. Et je vais généralement le relire au début de la journée. Je vais reprendre, je vais checker mon avatar, je vais checker mes points clés, mes bullet points, etc. pour être sûr que tout mon marketing soit bien cohérent. Mais ça me permet de toujours commencer par faire un check de où est mon client, où est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il pense. Euh, et ça, c'est un truc que tu peux, par exemple, sur un livre,
tu peux avoir une petite proposition de valeur que tu peux avoir en haut de ton document, tu peux l'avoir dans un coin de ton ordinateur, tu peux l'avoir sur un post-it à côté de ton PC pour vraiment le garder en tête. Et ça a beaucoup de valeur parce que au final, tu vas être immergé dans ton truc pendant des heures, quoi. Et c'est facile pendant des heures d'être immergé dans ton truc et de perdre un peu de vue le client et c'est naturel. Mm. Donc, il faut un peu se forcer à se recalibrer là-dessus. Et même si tu crois que tu l'as, et moi, clairement, si tu veux, mon client cible, je l'ai assez bien, quoi. Ça fait quand même quelques années que je suis dessus et je suis beaucoup en contact avec les gens et j'ai beaucoup de retours et j'ai beaucoup d'interactions. Mais j'aime bien avoir ce recheck de recalibration à chaque fois sur lequel je peux me reposer. Notamment si, tu vois, c'est aussi un truc de long terme, mais si dans 2 ans, je continue à faire un lancement pour ce produit, ce qui est toujours le cas, hein. Je refais des nouvelles versions de mes formations, je réécris des emails, je réécris des trucs. Bah, j'aime bien avoir un document qui synthétise le truc, que je me dis, ah ouais, c'était ça vraiment l'angle, c'était ça vraiment le positionnement, c'était ça les 3 bénéfices clés que je voulais mettre en avant. Et du coup, avoir un marketing qui est cohérent sur le temps, même là où moi, j'aurais pu potentiellement oublier exactement qui était mon client. Mais je te rejoins et je pense que c'est vraiment important d'écrire ça, quoi. Tu vois, c'est bête, mais le fait d'ouvrir un doc et de te mettre à écrire, c'est beaucoup plus compliqué que de dire ouais, non, mais j'ai ça en tête, je sais ce que je vais raconter dans telle séquence, dans telle formation ou dans tel bouquin. Euh, Tu vois, tu passes à une étape supérieure et ça te permet aussi de documenter tes réflexions. On a noté la règle des 3 P. Alors, il y a toujours des règles avec des P en marketing. Je ne sais pas combien il y a de P. Il me semblait qu'en école de commerce, ils avaient 4 P. Les Mais 4. là, rien n'est l'idée, il en a 3. Ouais, et qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Je me souviens quasiment plus des 4P marketing. Là, la règle des 3P, c'est globalement le positionnement, le packaging et puis le pitch. Et en fait, c'est intéressant parce que il arrive à différencier, par exemple, le positionnement de ton pitch, et c'est-à-dire du discours que tu peux avoir. Donc, le positionnement, c'est quoi? C'est euh, globalement quel est ton projet, que ce soit un livre, une formation, peu importe, et à qui s'adresse, quelle est la cible principale de ce projet-là. Encore une fois, il n'y a pas de cible large, je m'adresse à tout le monde, je m'adresse qu'aux gens intelligents, je m'adresse que aux auditeurs du podcast de Stan Leloup. C'est trop large. Ensuite, il y a la partie packaging qui est globalement ce que je suis en train de faire, à quoi ça va ressembler, comment ça va s'appeler, euh, euh, qu'est-ce que ça va comporter. Et donc, c'est un peu tout l'habillage, un peu le pack à cadeau. Et ensuite, il y a le pitch, le discours, qui est comment est-ce que là, vous allez prendre les notions de positionnement et de packaging pour décrire le projet, et notamment avec un angle bénéfice. Globalement, qu'est-ce que ça va apporter à une audience cible, à un acheteur potentiel, d'acheter ce produit-là. Voilà, c'est très clair, très, très court. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, non, on va rester sur les 3 P du positionnement et après, on va du marketing plutôt. Et on va passer sur la section marketing. Donc, comment est-ce que, en gros, la promotion. Parce que moi, quand je dis marketing, pour moi, le positionnement, marketing. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.